De tous les endroits où un secret pouvait être révélé, celui-ci commençait sous la surface d'un foyer tranquille, enveloppé de chaleur et de routine. Où personne ne s'attendait à ce que l'obscurité s'installe. 20 ans plus tôt, un garçon de 4 ans avait murmuré « Ma vraie mère est dans le puits ». Personne ne le croyait. Mais lorsqu'ils l'ont finalement déterré des décennies plus tard, tout a changé. Madame Clara rangeait le salon, ses mains bougeant avec sa grâce habituelle, tandis que Monsieur Vincent, assis à côté, lisait le journal. Lunettes noires sur le nez, il avait tout du calme domestique. Le petit Marcus, âgé de 4 ans seulement, jouait seul sur le tapis, tenant dans ses petites mains une voiture en bois faite main. Il murmura « Je veux ma vraie maman. Ma vraie maman est au fond du puits. » Clara marqua une pause, son corps s'immobilisant. Elle tourna lentement la tête. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Marcus ?» Le garçon ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé sur la fenêtre. Attiré par quelque chose de bien au-delà de la vitre, comme s'il voyait un autre monde. « Tu as dit que ta vraie mère était au fond du puits. » Marcus répéta, plus clairement cette fois. « Je m'en souviens maintenant. Elle portait une robe bleue. Elle est tombée. » Vincent éclata de rire. Les enfants inventent toujours des histoires ridicules. Vincent ? Ne dis pas ça devant lui, prévint Clara en fronçant les sourcils. C'est encore un enfant. S'il dit quelque chose d'étrange, on devrait l'écouter. Écouter quoi ? Ne pas faire de scène. Railla Vincent. Il a probablement entendu une histoire de fantôme et maintenant il l'imite. Mais Marcus se leva. Son regard, soudain plus concentré, se fixa sur Clara. Maman, je me souviens. Les cheveux de ma vraie mère étaient plus longs que les tiens. Elle me faisait des câlins et me chantait des chansons. Mais toi, tu n'as pas de chansons. Clara se figea. Son souffle se bloqua. Elle n'avait jamais chanté pour Marcus, pas une seule fois depuis son adoption à l'orphelinat du comté de Fairview, 1 an plus tôt. Elle avait fait de son mieux pour l'aimer. Pour prendre soin de lui comme si c'était le sien. Elle déglutit difficilement. Marcus, tu es un bon garçon. Ne dis pas de bêtises, d'accord, dit-elle doucement. Vivre avec maman Clara et papa Vincent, ça me suffit, murmura-t-il. Je veux juste ma vraie mère. Celle au fond du puits. Le lendemain, Clara était assise dans le jardin. Sous la vieille vigne, prenant le thé avec sa voisine et amie de longue date, Lucie. Les moineaux gazouillaient dans les arbres, mais la conversation semblait plus pesante que la chaleur estivale. Il l'a déjà dit 3 fois, avoua Clara en baissant la voix. Il n'arrête pas de dire que sa vraie mère est au fond d'un puits. Lucie, j'ai peur. Lucie claqua la langue. Je te l'avais dit. Les orphelins, beaucoup d'entre eux ne sont pas bien. Ils en ont trop vu. J'étais bénévole là-bas, tu te souviens ? Une petite fille jurait qu'un fantôme lui avait volé ses chaussures. Mais ses yeux, Lucie. Clara secoua la tête. Parfois, quand je le regarde dans les yeux, j'ai l'impression de ne pas voir un enfant. Ne sois pas superstitieux. Il a peut-être entendu quelqu'un parler du vieux puits derrière ta maison. Personne n'a parlé du puits depuis des années. Il est pratiquement recouvert. Il n'y est jamais retourné seul. Le visage de Lucie se crispa. Je n'aime pas ça. À ta place, je l'emmènerai chez un psychologue. Au cas où. Ce soir-là, Marcus était assis en tailleur par terre et dessinait au crayon. Il coloria la robe d'une femme entièrement en bleu. Clara entra et l'observa un instant. « Qui est-ce, mon cœur » demanda-t-elle doucement. « Ma vraie mère » répondit Marcus. Sans même lever les yeux. « Pourquoi porte-t-elle du bleu ?»« Parce que c'est ce qu'elle portait quand elle est tombée. J'étais là. J'ai pleuré, mais personne ne m'a entendu. »« Tu as vu ça arriver ?» Marcus hocha la tête. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle s'approcha, les yeux rivés sur l'image. Le dessin était enfantin, cru. Mais l'émotion était indéniable. Une femme tombait, les cheveux au vent, et un trou noir profond au centre de la page. Une semaine plus tard, Vincent buvait quelques bières avec son petit-neveu Gavin. Membre du conseil municipal. Ils étaient assis sur la véranda, le soleil couchant. « Tu as entendu ce que Clara a dit à propos du garçon » demanda Gavin en ouvrant une deuxième boîte.
Ouais. Grogna Vincent. Des conneries sur le puits et sa vraie mère. Toute la ville murmure, maintenant. Ils disent que je méritais un enfant comme ça. Gavin haussa un sourcil. Tu es sûr, Vince? Les enfants disent des choses que les adultes ne veulent pas entendre. Parfois, ils disent la vérité. Vincent se tourna vers lui, les yeux plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Gavin sourit simplement. Rien. Je me demandais juste. Il prit une petite gorgée. Ce vieux puits derrière ta maison, il est toujours là, n'est-ce pas? Vincent serra les dents. Ne déterre pas de vieilles histoires. Gavin hocha la tête, laissant tomber le sujet. Un matin, Clara emmena Marcus se promener en ville. Alors qu'il passait sur la place. Deux femmes chuchotèrent derrière un vendeur de châles. C'est le garçon, celui qui parle aux morts. Cette femme est une idiote, murmura l'autre. Elle a recueilli un enfant dont personne ne voulait. Ils ricanèrent, ignorant que Clara se tenait derrière eux, entendant chaque mot. Elle serra plus fort la main de Marcus. Maman? Il ne me croit pas, dit Marcus doucement. Mais je m'en souviens. Ma vraie mère a pleuré. Je dormais, et puis je me suis réveillé. J'ai entendu un bruit. J'ai couru dehors et j'ai vu papa Vincent, seul. Le cœur de Clara se figea. Comment te souviens-tu de ça? Je ne sais pas. C'est juste là. Dans ma tête. Chaque nuit. Cette nuit-là. Clara a confronté Vincent. Tu sais ce qu'il a dit? Qu'il t'a vu dans le jardin. Seul. La nuit où sa vraie mère a disparu. Vincent rit amèrement. Tu vas vraiment croire un enfant plutôt que ton propre mari? Je ne sais plus, murmura-t-elle. Mais plus il parle, plus ça prend sens. Tu as dit qu'il était orphelin. Un ami te l'a amené. Je ne l'ai jamais rencontré. Et les papiers, ils sont vagues. Le verre de Vincent s'écrasa contre le sol. Clara n'ose pas y aller. Derrière la porte, Marcus écoutait en silence. Il ne pleurait pas. Il regardait simplement. Son regard était froid, indéchiffrable. Une autre nuit, Clara se réveilla en sueur. Marcus se tenait à la fenêtre, scrutant la cour sombre. Marcus? Il se retourna lentement. Maman pleure. Je l'entends. Au fond du puits. Non, ma chérie. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas vrai. Je le vois. Papa Vincent avait une pelle. Maman l'a supplié. Mais il l'a poussée. Elle est tombée. J'ai crié. Mais personne n'est venu. Clara se serra la poitrine. Un frisson lui parcourut l'échine. Son esprit lui hurlait de le rejeter. Mais son cœur savait. Une vérité longtemps enfouie commençait à refaire surface. Marcus, murmura-t-elle, à quoi penses-tu? Je pense que ma vraie mère m'attend. Clara posa une cuillère en tremblant sur la table du petit déjeuner. Marcus était assis en face d'elle, immobile, les yeux rivés sur ses céréales intactes. Tu sais que maman et papa t'aiment. S'il te plaît, ne dis pas ces choses. Tu n'es pas ma vraie mère, dit-il doucement. Ma vraie mère, c'est celle que je vois tous les soirs. Elle porte une robe bleue. Les cheveux longs. Elle me tend les bras. Clara déglutit difficilement. Ça suffit. Prends ton petit déjeuner. Je l'entends pleurer, en dessous. Il faisait si froid. Elle est tombée. Elle n'arrivait pas à crier. Vincent entra en jetant le journal. Tu continues à raconter ces bêtises. Ne crie pas, dit doucement Clara. J'en ai marre, rétorqua Vincent. Il répète toujours les mêmes conneries. Le puits. La robe bleue. Tu le gâtes trop. Il frappa violemment la table, faisant claquer la vaisselle. Marcus ne scia pas. Il pencha la tête, observant Vincent comme un étranger. Tu ne veux pas que je parle de ma vraie mère, parce que c'est toi qui l'as poussée. Pas vrai? Tais-toi, s'exclama Vincent, la main levée. Vincent, non. Clara se précipita entre eux. Protégeant Marcus. Elle poussa le garçon derrière elle. Les enfants doivent apprendre à se taire, grommela Vincent. Quand les adultes parlent. Tu vas le frapper?
J'arrive pas à y croire. Vincent se figea, les yeux rouges et hagards. Un long moment s'écoula, empli de silence. Marcus respirait lentement, régulièrement, le regard fixé sur l'homme devant lui. « Tu as essayé de le cacher, » dit-il d'une voix ferme, « mais je le vois chaque fois que je dors. Je vois maman tomber. Elle ne voulait pas tomber. Tu l'as poussée. » Clara se retourna, tremblante. « Marcus, pourquoi dis-tu ça? Tu ne te souviens de rien d'avant ton arrivée. Tu n'avais que 4 ans. Je ne me souviens peut-être pas de tout, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti. L'air froid. Le cri. La douleur. Je l'ai vu tomber. » Vincent arracha son manteau du crochet et sortit en trombe de la maison, claquant la porte derrière lui. Le lendemain matin, Clara emmena Marcus à la clinique psychologique de la ville. Le docteur Béatrice Carter, spécialiste des traumatismes infantiles, les accueillit dans son cabinet calme. « Marcus, peux-tu me dire de quoi tu rêves ?» demanda-t-elle doucement. Marcus ne répondit pas tout de suite. Il fixait le stylo posé sur son bureau. « Je ne rêve pas, » dit-il enfin. « Je me souviens. » « Tu te souviens de quoi ? » ? « Ma mère. Elle portait une robe bleue. Quelqu'un l'a poussée dans le puits derrière notre maison. Il faisait si sombre. J'ai essayé de crier, mais je n'ai pas pu. Papa Vincent était là. » Béatrice griffonna quelques notes, puis se tourna vers Clara. « Dit-il souvent des choses comme ça ? » Presque toutes les semaines, murmura Clara. « Parfois. Il se promène dans le jardin la nuit et parle à quelqu'un qui n'est pas là. » Le docteur Carter se tourna vers Marcus. « Voyez-vous souvent votre vraie mère ? » « Je suis triste à chaque fois. » Répondit doucement Marcus. « Elle me fait signe, mais ses mains sont sales. Couvertes de boue. La vois-tu dans ton esprit ou avec tes yeux ? Je ne sais pas. C'est comme une voix qui murmure dans le vent. » Après la séance, Béatrice prit Clara à part. « Tu dois te préparer, » dit-elle doucement. « Ce ne sont pas des symptômes normaux. Marcus souffre peut-être de souvenirs fragmentés liés à un traumatisme. Il croit sincèrement que sa mère biologique a été assassinée. Mais ce n'était qu'un bébé. Comment pouvait-il s'en souvenir ? L'esprit d'un enfant est plus mystérieux qu'on ne le pense. Certains souvenirs laissent des traces, des sensations, des flashs. Si ce qu'il dit est vrai. » Elle marqua une pause. « Tu crois qu'il a vraiment été témoin de quelque chose ? » demanda Clara d'une voix ténue. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais il y a quelque chose dans ses yeux. Il ne ressemble plus à un enfant. » Sur le chemin du retour, Marcus resta silencieux. Clara le regarda dans le miroir. « Tu es en colère contre maman ? » ?»« Non, » dit-il calmement. « Mais je sais que tu as peur de moi. » Elle ne savait pas comment répondre. Quelques jours plus tard, Lucie leur rendit visite. Elle apporta des parts de gâteau pour détendre l'atmosphère. Pendant que Marcus jouait tranquillement dans sa chambre, les deux femmes étaient assises dans la cuisine. « Il me regarde comme si je lui devais une explication, » murmura Clara. Lucie posa sa tasse. « As-tu parlé à Vincent ? » ?»« Non. Mais je commence à me demander si ce puits, on l'a scellé la première année où on a emménagé. Je n'y ai plus jamais pensé. » Lucie fronça les sourcils. « Fais attention. Si Marcus a raison. Tu penses que Vincent aurait pu faire quelque chose comme ça ? » Lucie ne répondit pas. Cette nuit-là, Marcus se réveilla trempé de sueur. Il alluma la lumière, essoufflé. « Maman ? » Aucune réponse. Seul le bruit du vent qui frôlait les vitres. Il se dirigea vers le balcon et scruta la cour sombre. L'emplacement du puits était depuis longtemps envahi par les mauvaises herbes. Mais quelque chose bougeait dans l'herbe. « Une vraie maman » murmura-t-il. Le lendemain matin, il fit un dessin. Une femme à moitié enfouie dans la terre, une main tendue hors de la terre. Quand Clara le vit, son visage pâlit. Marcus a arrêté d'aller à la maternelle. Les parents ont commencé à se plaindre. Ils parlent de cadavres. De sang. Ils fixent mon enfant comme s'il n'était pas là. Finalement, l'école a suggéré l'enseignement à domicile temporaire. Un après-midi, le représentant du quartier, M. Frank Nolan, est venu frapper à la porte.
Madame Clara, dit-il prudemment, je ne veux pas d'ennui. Mais les gens commencent à s'inquiéter. Nerveux à propos de quoi? Le garçon. Le puits. Certains disent l'entendre parler tout seul la nuit. Et le matin, il y a des traces de pas partout dans le jardin. Personne ne veut s'en approcher. Monsieur Nolan, s'il vous plaît. On exagère. Nous voulons juste la paix. Peut-être qu'il serait mieux que le garçon reste ailleurs. Clara ferma la porte sans répondre. Lorsqu'elle se retourna, Marcus se tenait silencieusement dans l'escalier. Il avait tout entendu. Ce soir-là, Vincent était assis seul dans le bureau et buvait. Clara lui tendit une feuille de papier. C'est le dossier d'adoption de Marcus. J'ai demandé à Béatrice de l'examiner. Il y a quelque chose qui cloche. Vincent y jeta à peine un coup d'œil. Que essaies-tu de prouver? Le nom de l'intermédiaire est Miguel Estaban. Je me suis rendu à l'adresse. Elle est abandonnée depuis 2008. Ce dossier est un faux. Et alors? Je ne pense pas que Marcus soit juste un orphelin sans nom. Je pense que c'est ton fils. Vincent se leva brusquement. Ça suffit. Il parle de la femme en robe bleue. De toi qui l'as poussé dans le puits. Vincent, dis-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé? Fermez-la. À l'étage, Marcus pressa son visage contre la fente de la porte. Les petits poings serrés. Le lendemain, il griffonna quelque chose sur un morceau de papier, le plia et le glissa dans sa poche. Puis, il quitta la maison et se rendit à la mairie. Oncle Gavin? Marcus? Tu es venu ici tout seul? J'ai besoin de ton aide. Tu connais le puits derrière chez moi, non? Gavin hocha la tête, confus. Je pense que ma vraie mère est là-bas. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne plaisante pas. Je veux la permission de le déterrer. Mais j'ai besoin de ton aide. Marcus lui tendit le dessin. Un plan du jardin avec un X rouge au-dessus du puits. En dessous, d'une écriture approximative, on pouvait lire. La vraie maman est là. Tu vas devoir rester ici un moment, Marcus. Dit doucement Clara en lui serrant la main. Les médecins s'occuperont de toi. Papa et maman viendront bientôt. Je n'aime pas cet endroit. Murmura-t-il en fixant les murs blancs et froids du centre pour enfants Saint-Vincent. C'est bon, ma chérie. Tu te sentiras mieux bientôt. Un homme en blouse blanche s'est approché. Agenouillé avec un sourire exercé. Bonjour Marcus. Je suis le docteur Edouard. Je serai ton nouvel ami pour quelques semaines. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle amie. J'ai besoin de ma vraie mère. Clara déglutit difficilement. Elle échangea un regard avec le médecin, puis se détourna. Alors que la porte en fer se refermait derrière elle, les paroles du garçon résonnèrent dans sa tête. Ma vraie mère est au fond du puits. Le lendemain matin, le docteur Edouard était assis en face de Marcus dans la salle de thérapie. Tu vois la femme en robe bleue tous les jours? Marcus hocha la tête. Pouvez-vous la décrire? Elle a de longs cheveux noirs. Des yeux très tristes. Elle essaie de parler, mais sa bouche refuse de s'ouvrir. Je pense que c'est à cause de la boue. Et quand tu dis qu'elle est au fond du puits, que vois-tu? Une faible lumière. De l'eau. Mais surtout de l'obscurité. Ses cheveux flottent. Elle pleure. Mais personne ne l'entend. Tu penses que papa Vincent est impliqué? Je ne pense pas. Je sais. Le troisième jour, Marcus a arrêté de manger. L'infirmière Andrea a posé son plateau repas sur la table, mais il est resté assis à regarder par la fenêtre. Tu dois manger quelque chose, Marcus. Non. Pourquoi pas? Parce qu'à chaque fois que je mange, j'entends des gémissements. Ils viennent de sous le plancher. Andrea fronça les sourcils. Que as-tu dit? Quelqu'un est coincé. Ma vraie mère. Elle m'appelle. Tous les soirs. Plus tard, Andrea est retourné au poste des infirmières, visiblement secoué. Le garçon continue de chuchoter comme s'il était possédé. Un matin. Le docteur Edouard emmena Marcus dans la salle d'observation. À l'intérieur se trouvait une poupée vêtue d'une robe bleue et une petite pierre noire. Marcus, laquelle te rappelle ta vraie mère?
Sans hésiter, Marcus désigna la poupée. Ma mère portait une robe comme celle-là. Où l'as-tu vu la porter? Demanda Édouard. Quand on l'a poussée dans le puits. Édouard jeta un coup d'œil vers la fenêtre miroir, où la psychologue en chef, le docteur Agnès Foster, observait. Le garçon réagit fortement aux images symboliques. Je pense que nous devrions augmenter sa dose de citalopram à 5 mg, dit le docteur Foster dans l'interphone. Au cours de la 2e semaine, Marcus a commencé à avoir de légères crises la nuit. Une infirmière l'a trouvé allongé par terre, grattant le sol. Froid. La terre est froide. La terre recouvre maman. Je n'arrive pas à respirer. Ils l'ont doucement endormi. Et Marcus a sombré dans un profond sommeil pendant 6 heures. À son réveil, il fixait le plafond. Je suis descendu là-bas. Où? A demandé Édouard. Au puits. Clara est venue lui rendre visite 2 semaines plus tard. Une infirmière l'a emmenée en salle d'attente. Madame Clara, je dois être honnête. L'état du garçon ne s'améliore pas. Il parle encore de la femme dans le puits, et dernièrement, il est devenu somnambule. Somnambule? Demanda Clara. Oui. Une fois, on l'a trouvé debout dans la cour. Les yeux fixés sur un couvercle de canalisation, en murmurant « Maman, as-tu froid ?» Clara porta la main à son front. Je ne sais pas quoi faire. Tu es sûr qu'il n'est jamais rien arrivé à sa mère biologique? Non. Je sais seulement que Vincent l'a ramené à la maison. Alors tu le crois? Clara ne répondit pas. Au cours de la 3e semaine, le docteur Foster a prescrit un scanner cérébral pour Marcus. Il pourrait y avoir une activation anormale dans les zones liées à la mémoire, a-t-elle dit à Édouard. Je n'ai jamais vu un enfant créer un monde intérieur aussi détaillé. Les scanners n'ont rien révélé d'anormal. Mais lorsqu'ils ont stimulé son cortex auditif avec le bruit d'un écoulement d'eau, Marcus s'est mis à trembler violemment. Je vois maman couler. Que as-tu dit? Demanda Édouard. Maman ne pouvait pas flotter. Elle était couverte de boue. J'ai crié. Mais papa Vincent lui a tourné le dos. Édouard fronça les sourcils et murmura, cette histoire est terriblement cohérente. Un après-midi, Gavin passa au centre. Il revenait de la ville après avoir fouillé discrètement dans de vieux dossiers. Comment va Marcus? Demanda-t-il, debout à côté d'Édouard dans le couloir. Pas bien. Le garçon n'arrête pas de répéter le même souvenir traumatisant. Toujours à propos du puits et de sa mère. Gavin hocha la tête. Je pense que c'est peut-être vrai. Édouard se tourna vers lui. Que as-tu dit? Il y a quelque chose de très étrange dans le dossier d'adoption. Je viens de vérifier le nom de la personne qui l'a déposé. Le document a été signé par une personne décédée il y a 11 ans. Édouard resserra sa prise sur le dossier. Si c'est le cas, toute la procédure d'adoption pourrait être falsifiée. Et le garçon pourrait bien ne pas inventer son histoire. Cette nuit-là, Marcus rêva qu'il était dans une pièce blanche. Il marchait pieds nus sur le carrelage froid. Au loin, il entendit le bruit d'une goutte d'eau. Il s'approcha d'un trou noir et rond au centre. Le puits. Alors qu'il se penchait, une main pâle apparut, agrippant le bord. « Vraie maman » murmura Marcus. Un visage apparut, pâle, couvert de boue, mais aux yeux étrangement doux. Il bougeait comme s'il parlait, mais aucun son n'en sortait. Le lendemain matin, il se réveilla. Prit du papier et un stylo et écrivit une seule ligne, « Ma vraie mère s'appelle Anna. » Anna Oliver. L'infirmière Andrea trouva le mot et le tendit au docteur Foster. Le garçon n'a jamais mentionné ce nom auparavant, dit le docteur Foster. Avons-nous une liste des personnes disparues près du comté de Fairview au cours des 10 dernières années? Je vais me renseigner. 2 jours plus tard, Gavin tenait un mince dossier à la main, respirant bruyamment. Anna Oliver. Femme de ménage. 30 ans. Mystérieusement disparue en 2018. Travaillait pour Monsieur Vincent Sullivan. Édouard frissonna. Donc ça veut dire? Ça veut dire que Marcus pourrait être l'enfant de la victime. Ce week-end-là. Clara est venue chercher Marcus après près d'1 mois de traitement. Tu veux rentrer chez toi? A-t-elle demandé. Je dois retourner au puits. Tu n'as pas peur? Marcus a secoué la tête. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé.
J'ai besoin de savoir qui était ma vraie mère. Clara le serra fort dans ses bras, mais son cœur était lourd. La réponse approchait. Et elle ne savait pas si elle pourrait la supporter. Maman m'attend toujours, n'est-ce pas? Le temps passa. Il n'était plus un enfant. Marcus avait maintenant 24 ans. Il vivait seul dans un petit appartement au 2e étage d'un vieil immeuble près de la voie ferrée et travaillait à temps partiel dans une librairie d'occasion du centre-ville, la Maison des mots. Et les cauchemars, il ne l'avait jamais quitté. Marcus, ça va? La voix le surprit. Hélène, sa collègue à la librairie, s'approcha, une tasse de café à la main. Encore une mauvaise nuit? Oui. Toujours les mêmes rêves. Hélène, crois-tu aux souvenirs de toute petite? Hélène pencha la tête. Tu veux dire de notre enfance? Bien sûr que non. La plupart des gens ne se souviennent de rien avant 3 ans. Mais moi, si. Très clairement. Il y avait un puits. Une femme en robe bleue. Et je connais son visage. Hélène posa une main sur son épaule. Tu as encore rêvé d'elle? Ce n'est pas qu'un rêve. Je me vois debout près du puits, regardant en bas. Elle est là-bas, levant les yeux. Les yeux écarquillés, suppliante. Chaque fois que je me réveille, mes mains tremblent, mon cœur bat la chamade. J'ai l'impression que je l'ai abandonnée. Hélène lui serra doucement l'épaule. Tu as déjà pensé quelle était peut-être ta mère biologique? Marcus la regarda droit dans les yeux. C'est vrai. Cet après-midi-là, Marcus rentra chez lui après son service. Il s'arrêta devant le miroir, se regardant. Des cernes sous les yeux, les joues creusées. Il prit une grande inspiration, ouvrit un tiroir et en sortit un fin dossier. Une collection de papiers épars qu'il avait rassemblés au fil des ans. Le dossier de la disparition non résolue de 2018. Anna Oliver. 30 ans. Femme de ménage. Jamais retrouvée. Il sortit une vieille photo. Le visage de la femme ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui qui avait hanté ses rêves toute sa vie. Pourquoi puis-je voir ton visage? Pourquoi personne ne me croit? Cette nuit-là, le téléphone sonna. C'était Gavin. Tu es libre, Marcus? Que se passe-t-il, tonton? J'ai trouvé d'autres vieux documents aux archives de la ville. Tu devrais les voir. Marcus partit immédiatement. Ce soir-là, le bureau de la mairie était plongé dans l'obscurité. À l'exception de la lampe de bureau qui éclairait le bureau de Gavin. Tiens. Regarde. Gavin glissa vers lui une copie d'un registre de logement de 2017. Sous le nom de Vincent Sullivan figurait un autre nom inscrit à la même adresse. Anna Oliver. Résidence temporaire. Sans contrat. C'était la femme de ménage que Vincent avait embauchée. Elle a également été portée disparue l'année suivante. Marcus se figea. Elle vivait chez moi. Et personne en dehors de ta famille n'était au courant. Gavin se renversa dans son fauteuil. Et encore une chose, Marcus. Ton nom n'apparaît dans les actes de naissance d'aucun hôpital du comté de Fairview pour 2018 ou 2019. C'est comme si tu n'avais jamais existé dans le système. Tu penses que je suis le fils d'Anna? Je n'en suis pas sûr. Mais si c'est le cas, sa disparition pourrait être liée à toi. Quelques jours plus tard, Marcus retourna à la vieille maison. Celle de Vincent s'était beaucoup détériorée, mais il y vivait toujours. Clara était revenue à la campagne 2 ans plus tôt pour s'occuper de sa mère âgée. Marcus sonna. Vincent ouvrit en plissant les yeux. C'est toi. Je veux entrer. Juste un instant. Vincent hocha lentement la tête, évitant tout contact visuel. Le jardin était exactement comme dans les souvenirs de Marcus. L'herbe lui arrivait à la taille. Quelques briques dépassaient du sol. Et au fond du jardin, l'emplacement de l'ancien puits était caché. Je veux planter des fleurs ici, dit Marcus en désignant un carré de terre près du coin. Vincent fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je nettoie juste un peu. Plus tard, je ferai peut-être pousser des légumes bio. Vincent resta silencieux. Une lueur d'irritation passa dans ses yeux. Tu peux travailler n'importe où, sauf là-bas. Marcus s'approcha du bord du jardin. Pourquoi pas, demanda-t-il d'une voix plus forte. Parce que je l'ai dit?
Vincent lui répondit. Le visage rouge de rage. À quoi penses-tu? Je t'ai élevé pendant 20 ans. Non, dit Marcus d'une voix froide et posée. Tu as élevé un garçon que personne d'autre n'osait toucher. Un garçon qui connaît la vérité. Ferme-la avant que je... Vincent s'interrompit au milieu de sa phrase. Quelque chose dans le regard de Marcus le fit taire. Il n'y avait plus la peur d'un enfant dans ses yeux. Ils étaient froids, déterminés et emplis d'une rage sourde. Je vais demander la permission de fouiller cette zone, dit Marcus. Je veux savoir qui était ma vraie mère, même si je dois creuser jusqu'au fond. Vincent ne dit rien. Il se retourna, s'éloigna et claqua la porte. Ce soir-là, Hélène est venue voir Marcus. Il était assis devant son ordinateur, en train de dessiner un plan du jardin. « Tu penses qu'il est coupable » demanda-t-elle doucement. « Je le crois » répondit Marcus. « Personne d'autre n'a de motivation suffisante pour enterrer ma mère sous ce cimetière. » Hélène s'assit à côté de lui. « Si c'est vrai, penses-tu être prêt à l'affronter » Marcus regarda par la fenêtre. « J'ai vécu toute ma vie dans le mensonge. Je ne veux plus continuer. Aussi horrible que soit la vérité, au moins, c'est la vérité. » Hélène lui prit la main. « Alors ? Je viens avec toi. » Le lendemain matin, Marcus se rendit au bureau foncier de la ville. Il rencontra Martha Simons, une fonctionnaire au visage sévère. « Il vous faudra une raison valable pour demander des fouilles, » prévint-elle. D'autant plus que cette zone abritait autrefois un vieux puits. La loi exige un formulaire d'assurance géologique. « Peux-tu m'aider » demanda Marcus. « À une seule condition, » répondit Martha. « Dis-moi la vraie raison. » Marcus resta silencieux. Puis il lui tendit le certificat de décès d'Anna Oliver et les documents trouvés par Gavin. Martha les lut, le visage sombre. Ce n'est plus une affaire privée. C'est une potentielle enquête criminelle. Cet après-midi-là, Vincent reçut un avis officiel. Le jardin serait fermé pour enquête. Il écrasa le papier dans son poing, le visage en feu. Alors que le vent soufflait dans les hautes herbes, quelque chose au plus profond de la terre semblait bouger. « Tu es absolument sûr » demanda Gavin alors qu'il se garait devant la maison. « J'en suis sûr » dit Marcus, les yeux rivés sur le jardin. « Si je ne le fais pas maintenant, je risque de passer le reste de ma vie prisonnier d'un mensonge. » « J'ai réussi à obtenir un permis temporaire » a déclaré Gavin. 3 jours. Après cela, s'il n'y a pas de preuves concrètes, ils fermeront le magasin. 3 jours, ça suffit. Répondit Marcus. Il me faut juste atteindre le fond. Ce soir-là, Vincent était assis dans le salon sombre, à boire. La télévision était allumée, mais il ne regardait pas. La porte s'ouvrit. Marcus entra. Vincent leva les yeux. « Que fais-tu ici » ? J'ai officiellement demandé à réaménager le jardin, dit calmement Marcus. Je vais creuser. Tu es fou. Les médias commencent à m'appeler. Tu crois que je vais te laisser tout démolir ? Marcus ne broncha pas, tu me caches ça depuis 20 ans. À l'époque, tu pensais que je ne m'en souviendrais pas. Mais si. Ou du moins, je l'ai senti. L'odeur de boue. Le cri. Le silence après la bousculade. Vincent se leva d'un bond, un verre tremblant dans sa main. « Sors. »« Je vais creuser, » dit Marcus. Immobile. « Même si tu restes devant moi. Je creuserai. » Le verre se brisa sur le sol. Marcus ne broncha pas. Il se retourna et s'éloigna. Le lendemain matin, à 7 heures. Un petit camion avec une excavatrice arriva. Gavin et Benjamin Perry, un homme grand, barbu et au regard dur, en descendirent. « Où est le puits » demanda Benjamin en ajustant sa casquette. « Là » dit Marcus en pointant du doigt. C'était un puits. Il est enterré maintenant. Benjamin sourit. On enterre les étangs, on les comble pour oublier. Mais la terre n'oublie jamais. L'excavatrice s'est mise en marche avec un rugissement. Des voisins curieux se sont rassemblés. Des murmures ont parcouru la foule. C'est le gamin qui disait des bêtises. Ouais. Marcus. Il a l'air sérieux maintenant. Les fouilles commencèrent. Les heures passèrent. À midi,
Ils avaient atteint près de 2 mètres de profondeur. « Il y a quelque chose ici !» cria Benjamin. Marcus et Gavin se précipitèrent. Sous le sol se trouvait un cercle de vieilles briques, grossièrement scellées avec du ciment. « C'est du travail d'amateur », marmonna Benjamin. « Ils ont juste coulé du ciment dessus pour le cacher. »« Casse-le », dit Marcus, la voix rauque. À l'aide d'un marteau-piqueur, Benjamin creusa. Au bout de 30 minutes, un trou béant s'ouvrit. Une odeur nauséabonde et humide monta de l'obscurité. Gavin eut un haut-le-cœur. « Mon Dieu, ça pue !» Marcus se pencha vers l'ouverture. « Il fait si sombre », murmura-t-il. Comme dans les rêves. Gavin braqua une lampe de poche dans le puits. Quelque chose brillait dans le faisceau rond et humide. « Bones », murmura-t-il. « Appelle la police !» Benjamin courut vers le camion. Marcus resta là, le regard perdu dans l'obscurité. « Je crois que je vois des cheveux. » Gavin le tira en arrière. « C'est une scène de crime, maintenant. » « Non. J'ai besoin de la voir. Une dernière fois. Tu ne sais même pas si c'est elle. »« Je sais. Je vois ce visage dans mes rêves depuis 20 ans. » Une rafale de vent répandit l'odeur nauséabonde dans la cour. Les voisins s'éloignèrent, toussant et se couvrant le visage. La police est arrivée. Le lieutenant Carmen Walker s'est avancé. « Qui a fait la découverte ?»« Oui, » dit Marcus à voix basse. « J'ai grandi ici. Je crois que le corps de ma mère est là-dessous. Elle s'appelait Anna Oliver. Avez-vous des preuves? Des souvenirs? Des tourments? Et le fait qu'elle ait disparu de cette maison sans laisser de traces. » Carmen s'est tournée vers l'équipe médico-légale. Une longue caméra a été descendue dans le puits. L'écran affichait une forme floue. « C'est un os », confirma un technicien. « Humain. » 2 heures plus tard, le corps fut retrouvé. Un tissu bleu s'accrochait à une partie du corps. Marcus s'effondra à genoux. « C'est elle. Cette couleur. On va confirmer avec l'ADN, dit Carmen. Il faudra fournir un échantillon. Je suis prêt. Qui a vécu ici en dernier? Demanda-t-elle. Vincent Sullivan, répondit Marcus. Mon père adoptif. C'est le seul à savoir que le puits était là. La nuit tomba. Le puits était maintenant entouré de rubans adhésifs. Une odeur de terre humide persistait. Marcus se tenait près du puits, immobile. Gavin mit un manteau sur ses épaules. Tu veux être seul? Marcus secoua la tête. Non. Je veux qu'elle sache que je ne fuis plus. Je ne fermerai pas les yeux. Je ne vivrai plus dans les rêves. Gavin lui serra l'épaule. Alors tu n'es plus un enfant. Marcus regarda le ciel. On me traitait de fou. De hanté. Mais le vrai fou, c'est celui qui a essayé d'enterrer quelqu'un vivant. Comme si elle n'avait jamais existé. Le vent hurlait. Les chiens aboyaient au loin. Et pendant un bref instant, sous le ciel nocturne, Marcus vit son visage. La femme en robe bleue. Elle ne souffre pas. Mais enfin en paix. Une femme en blouse blanche. Les cheveux attachés en chignon et l'air sévère, s'approcha. Son badge indiquait « Dr Martins, médecin légiste ». Marcus hocha la tête à voix basse. « Je crois que je suis son fils. » Lucie hocha légèrement la tête, puis lui fit signe, ainsi qu'à Gavin, de s'asseoir sur un banc à l'extérieur de la salle de médecine légale. Ils attendaient les résultats de la comparaison ADN, la confirmation définitive que les restes retrouvés dans le puits appartenaient à Anna Oliver, la femme qui avait hanté Marcus toute sa vie. « Connaissez-vous votre groupe sanguin » demanda Lucie en jetant un coup d'œil au dossier. « Oh, j'ai fait une analyse de sang quand j'étais enfant. »« Alors ce sera rapide, dit-elle doucement. Nous avons déjà prélevé des échantillons des dents et des cheveux de la victime. Il ne faudra que quelques heures pour les faire correspondre. » Marcus serra les poings. La sueur perlait sur son front malgré la climatisation glaciale. Gavin s'assit à côté de lui et posa une main douce sur son épaule. Peu importe ce que disent les résultats. C'est toi qui as cherché la vérité. Personne ne peut te l'enlever. Devant la maison de Vincent, l'équipe d'enquête criminelle commença à dresser des barricades. Le lieutenant Carmen Walker frappa à la porte, mandat à la main.
Monsieur Vincent Sullivan, police. Il n'y eut aucune réponse. Carmen fit un signe de tête à ses coéquipiers. Ils brisèrent la serrure et poussèrent la porte. La maison était sombre, les rideaux tirés. Une odeur de moisi et d'alcool emplissait l'air. Carmen traversa prudemment le salon et s'arrêta près de la cuisine. Par ici, appela un policier. Vincent était affalé sur une chaise, la tête penchée sur la table. Sur la table se trouvait une bouteille d'alcool presque vide, une cigarette à moitié consumée et un morceau de papier froissé, griffonné d'une écriture maladroite. Je ne l'ai pas tué. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Je l'ai élevé. J'en avais le droit. Carmen serra les dents. Emmenez-le au poste. Faites-lui une analyse de sang et une évaluation de sa santé mentale. À partir de maintenant, Vincent Sullivan est en état d'arrestation pour meurtre. À l'unité médico-légale, le docteur Martins est arrivé, un dossier à la main. Souhaitez-vous entendre les résultats maintenant, a-t-elle demandé. Marcus a hoché la tête, son expression s'adoucissant légèrement. Oui, s'il vous plaît. Le squelette retrouvé dans le puits est celui d'une femme, dont l'âge est estimé entre 29 et 31 ans. Cause du décès. Traumatisme crânien contondant ayant entraîné une hémorragie interne. Heure estimée du décès, il y a environ 19 à 20 ans. L'ADN des restes correspond au vôtre avec une certitude de 99,996%. Martins marqua une pause, puis dit fermement, c'est votre mère biologique. Anna Oliver. Un silence pesant s'abattit sur le couloir. Marcus s'agrippa à la rambarde métallique toute proche. Épuisé. Il haleta et s'effondra. Mais il ne pleura pas. Hélène, qui venait d'arriver, se précipita pour le rattraper. Je vais bien, murmura-t-il d'une voix rauque. Je viens enfin de revoir ma mère. Lucie posa une main sur son épaule. Elle serait très fière que son fils ne l'oublie pas. Alors c'est confirmé ? Demanda Gavin à Carmen alors qu'ils étaient assis dans la voiture. Oui. Nous avons maintenant toutes les preuves médico-légales. Il ne reste plus qu'à faire avouer Vincent Sullivan. Tu crois qu'il le fera ? Je ne sais pas. Les hommes comme lui se considèrent souvent comme des victimes, ou comme des sacrifiés pour leur famille. Gavin fronça les sourcils. Je soupçonne qu'il n'a pas tué Anna par pure haine. C'était peut-être la peur. La peur du scandale. La peur de perdre le contrôle. Ou les deux. Ou peut-être à cause de l'enfant. Marcus fut autorisé à voir la dépouille de sa mère dans une chambre privée. Le corps avait été entièrement reconstitué, recouvert d'un drap blanc. À la tête du lit se trouvait un vieux manteau bleu délavé, taché de boue. Marcus s'avança, la main tremblante, et souleva délicatement le bord du drap. Il examina les coutures usées. Je voyais ce manteau dans mes rêves, murmura-t-il, se parlant presque à lui-même. Toutes les nuits. Quand on me grondait, qu'on me battait, que je pleurais, tu étais toujours là. Hélène se tenait à côté de lui, lui tenant la main. Tu l'as appelée 1000 fois. Maintenant, elle t'entend. Une légère brise s'engouffra dans une fente de la porte, faisant flotter le rideau. À cet instant, Marcus leva les yeux, ses yeux n'étant plus aussi vides qu'avant. Carmen était assise en face de Vincent dans la salle d'interrogatoire. Le vieil homme paraissait épuisé. Les cheveux en bataille, le menton couvert d'une barbe de 3 jours. Monsieur Vincent, vous étiez présent sur les lieux de la disparition d'Anna Oliver. Vous étiez la seule personne à vivre dans cette maison à ce moment-là. Et son corps a été retrouvé juste dans le puits derrière chez vous. Vincent resta silencieux. Saviez-vous que Marcus était son enfant biologique ? Je le savais, répondit-il d'une voix rauque. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas signalé ? Pourquoi n'y avait-il pas d'acte de naissance légal ? Vincent prit une grande inspiration. Parce que c'était une erreur. Tu as eu des relations avec la bonne. Quand elle est tombée enceinte et a menacé de le révéler, qu'as-tu fait ? Elle voulait détruire ma famille. Tu l'as tuée. Vincent ne répondit pas. Son regard se porta vers le plafond. Comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. Je lui ai donné un nom. Un toit. Mieux que de le laisser mourir dans la rue. Carmen plissa les yeux. Mais vous lui avez enlevé sa mère. Un nom et un toit ne suffisent pas à laver le sang de vos mains. Vincent ricana. Tout le monde est coupable de quelque chose.
Même toi. Clara revint de la campagne en apprenant la nouvelle. Arrivée à l'hôpital, elle trouva Marcus dans un long couloir vide. « Tu n'es pas fâché contre moi, si ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes. Marcus la regarda, son regard s'adoucissant. « Tu sais, quand j'étais petit, je pensais que tu avais juste peur de moi. Maintenant, je comprends, tu avais peur de la vérité. » « C'est vrai, » acquiesça Clara. « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'étais trop faible pour l'affronter. Maintenant, je n'ai plus rien à cacher. » Clara le serra fort dans ses bras. « Je suis désolé. Et je suis fier de ton courage. » Marcus retourna une dernière fois à la vieille maison avant que la police ne la boucle complètement. Le jardin où le puits avait été creusé était maintenant clôturé de barrières en acier. Il se tenait là, tenant un bouquet de chrysanthèmes blancs. Gavin arriva un instant plus tard. Debout à ses côtés en silence. À l'époque, on m'appelait le garçon bien portant. Maintenant, je veux juste qu'il sache que je suis le fils d'Anna Oliver. Gavin lui tapota l'épaule. Et celui qui a exhumé la vérité de la boue. Marcus déposa le bouquet au bord du puits. Maman? Je suis arrivé trop tard. Mais je suis arrivé. Une larme coula sur sa joue. Mais cette fois. Il n'y avait pas de colère, seulement une paix silencieuse et tardive. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour inculper Monsieur Vincent Sullivan de meurtre prémédité, de dissimulation de corps et de falsification de documents d'adoption, a annoncé le lieutenant Carmen Walker devant des dizaines de journalistes lors d'une conférence de presse d'urgence au siège de la police de la ville. Les flashs étaient incessants. Les journalistes pointaient leur micro vers le podium. Quel était le mobile du meurtre, lieutenant? Demanda un journaliste. Carmen ne sourcilla pas, selon l'enquête en cours, M. Vincent Sullivan entretenait une relation avec la victime, mademoiselle Anna Oliver, qui travaillait comme domestique chez lui. Lorsqu'Anna est tombée enceinte et a menacé de révéler leur relation, M. Sullivan l'a tuée pour dissimuler l'affaire, puis a enterré son corps dans le puits derrière sa maison. Il a ensuite falsifié des documents pour adopter le bébé, qui s'est avéré être Marcus Oliver. Y avait-il un complice? Intervint une autre voix. Nous élargissons l'enquête. Mais Madame Sullivan, Clara Simmons, coopère pleinement avec la police. Dans la cellule numéro 4. Vincent était assis, immobile, le regard perdu à travers la petite fenêtre grillagée. Carmen entra et s'assit en face de lui. Souhaitez-vous dire quelque chose avant que l'affaire ne soit portée devant le tribunal? Vincent ne répondit pas. Il ferma les yeux, la tête appuyée contre le mur. Carmen ouvrit son carnet et lut à voix haute. Le 12 août 2004, Anna Oliver a disparu de la ville. Vous avez été la dernière personne confirmée à avoir eu un contact avec elle. Cette nuit-là. Plusieurs voisins ont signalé avoir entendu de fortes disputes venant de chez vous. 3 jours plus tard, vous êtes revenu d'un orphelinat, avec un nouveau-né. Vincent ouvrit les yeux. Et maintenant, nous avons des preuves ADN prouvant que l'enfant était le fils d'Anna. Tu comprends ce que tu as volé, ricana faiblement Vincent. Un enfant illégitime. Une femme qui a osé me faire chanter avec cette gamine en se suicidant. Carmen s'avança. Je lui ai donné un nom, un toit. J'ai fait du bon travail. Vous avez assassiné sa mère biologique et vous appelez ça bien? Vincent resta silencieux. Carmen se leva, le regard froid comme l'acier. Monsieur Sullivan. Vous avez le droit de garder le silence. Mais chaque seconde où vous refusez de dire la vérité vous enfonce davantage dans l'obscurité. Partout à Silverwood, l'affaire était sans cesse évoquée. Des boulangeries aux stations-service, des écoles au café, les noms Vincent Sullivan et Marcus Oliver étaient sur toutes les lèvres. Je pensais que ce garçon était fou, murmura Katharina Simmons. Propriétaire d'une boulangerie, à un client. Il s'avère qu'il avait raison. Il a tout vu alors qu'il n'était qu'un petit enfant. Étage aime Vincent? Mon Dieu, je respectais cet homme. Un autre client secoua la tête. Il a siégé au conseil municipal pendant 10 ans. Maintenant, il est clair que celui qui faisait peur n'était pas le garçon qui racontait des bêtises. C'était l'homme adulte qui savait comment couvrir le sang dans son petit appartement. Dans cette même ville, Marcus était assis avec Gavin et Hélène. Sur la table se trouvaient les dossiers et un certificat de décès officiel. Anna Oliver.
Décédé le 12 août 2004. Cause, homicide. Comment te sens-tu? Demanda Gavin. Marcus fixait le nom de sa mère sur le papier. Soulagé. Mais aussi, vide. Hélène lui serra la main. Ta mère a retrouvé son nom. Et tu as ta vérité. Avant, je pensais avoir tort. Brisé. Indésirable. Maintenant, je réalise que j'étais le seul à ne jamais l'oublier. Gavin hocha la tête. Vous êtes le dernier témoin et le seul assez courageux pour parler. Marcus regarda Gavin. Sans toi, je me serais peut-être enfoui dans mes rêves pour toujours. Non, dit Gavin. Tu l'aurais trouvé. Quoi qu'il arrive. Ce puits n'était pas assez profond pour enterrer un amour pareil. Le lendemain matin, Carmen a reçu un appel du bureau du procureur. Nous avons décidé de poursuivre Vincent Sullivan pour 3 chefs d'accusation, meurtre, dissimulation de corps et falsification de documents d'adoption. L'audience préliminaire aura lieu dans les 6 semaines. L'enfant, Marcus Oliver, recevra un nouvel acte de naissance mentionnant Anna Oliver comme sa mère. Le nom du père restera vide jusqu'à la décision finale. Compris. Merci. Carmen raccrocha et se laissa aller au fond de sa chaise. Elle fixa la photo d'Anna, placée en haut du dossier. Un visage de femme douce, aux yeux profonds et profonds. Tu n'as pas disparu, murmura-t-elle. Ce soir-là, Marcus rendit visite à Clara. La petite maison de banlieue était silencieuse. Une lumière chaude se répandant de la cuisine. Clara préparait une soupe aux haricots, dont l'odeur montait jusqu'au porche. « Voulez-vous quelque chose à manger » demanda-t-elle. La voix légèrement tremblante. Marcus s'est assis. « Je ne suis pas venu te blâmer. Je voulais juste te dire que tu m'as élevé. Même si tu avais peur. Même si tu étais resté silencieux. Tu m'as donné un foyer. » Clara s'étouffa. « J'avais tort. Je sais. Si j'avais parlé plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais si tu ne m'avais pas recueilli, peut-être que je n'aurais pas survécu et retrouvé ma vraie mère. » Clara fondit en larmes et serra Marcus fort dans ses bras. « Peux-tu me pardonner? Je ne t'en ai jamais voulu. J'aurais juste aimé que tu ne gardes pas le silence. » Clara hocha doucement la tête. « Je te le promets, je ne me tairai plus jamais. » Une semaine plus tard. Vincent comparaissait devant le tribunal pour la première audience préliminaire. La salle d'audience était bondée de journalistes. Sur le banc, Marcus était assis droit. Les yeux rivés sur son père adoptif. « Avez-vous quelque chose à dire à la victime, Marcus Oliver » a demandé l'avocat. Vincent regarda Marcus. Son regard était vide. « Je pensais que tu étais un fardeau. Mais tu as fait mieux que je ne l'aurais imaginé. » « Merci, » répondit Marcus. « Grâce à toi, je sais que je n'appartiens plus à cette obscurité. » Après l'audience, Carmen a rencontré Marcus à l'extérieur du palais de justice. « Tu sais, dit-elle, le regard sincère, j'ai traité beaucoup d'affaires de meurtre. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux que toi. » Marcus hocha la tête. « Parce que je n'avais plus rien à perdre. »« Tu as tort, dit Carmen. Maintenant, tu as tout récupéré. Ton nom. Tes racines. Ta vérité. » Marcus leva les yeux vers le ciel. « Maintenant, je veux juste vivre la vie que ma mère n'a jamais eu la chance de vivre. » « Vous êtes prêts? Ils attendent en bas. » Hélène jeta un coup d'œil dans la pièce en souriant. Marcus se tenait devant le miroir, ajustant le col d'une simple chemise blanche. Il se retourna et hocha légèrement la tête. Jamais prêt. Mais jamais plus en paix qu'aujourd'hui. Hélène s'approcha et ferma le dernier bouton. « Je suis fier de toi, Marcus. Beaucoup de gens le sont. »« Ce n'est pas à cause de moi, » murmura Marcus. « C'est à cause d'elle. » La salle municipale de Silverwood était bondée. La douce lumière baignait le public, composé d'inconnus comme de visages familiers. Au-dessus de la scène était accrochée une grande banderole. La Fondation Anna Oliver, l'espoir des profondeurs. Marcus est monté sur le podium tandis que les applaudissements remplissaient la salle. « Merci à tous d'être là », commença-t-il, la main tremblant légèrement. « Il y a un an, je n'étais qu'un rêveur. Personne n'y croyait. Un enfant qui grandissait entouré de silence.
De peur et de rumeurs murmuraient dans mon dos. Il s'arrêta, son regard balayant la foule. Mais aujourd'hui, je suis ici, non pas pour raconter une tragédie, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Ma mère, Anna Oliver, était une femme courageuse. Elle ne méritait pas d'être oubliée dans l'obscurité. Cette fondation est destinée aux personnes comme elle, aux mères célibataires, aux enfants maltraités, à tous ceux qui se sont retrouvés pris au piège d'un cauchemar auquel personne ne croyait. Un sanglot étouffé s'échappa de la deuxième rangée. Hélène et moi avons voyagé partout, rencontrant des centaines de personnes. Elles nous ont dit. Je pensais que j'étais folle de me souvenir encore de ma mère dans mes rêves. Ou j'ai été battue pour avoir osé mentionner un nom mort. Marcus serra les lèvres, puis hocha la tête. Mais personne n'est fou de se souvenir. Personne n'a tort de vouloir la vérité. Et personne ne mérite d'être enterré vivant en silence. Les applaudissements recommencèrent, plus longs. Plus profonds. Après la cérémonie, Marcus était assis dans les coulisses, retirant son micro-cravate, lorsque la porte s'est ouverte. Une femme d'âge moyen est entrée, tenant une vieille photo. « Êtes-vous Marcus Oliver ?»« Oui, madame. »« Et vous ?»« Je m'appelle Sophia Collins. J'habitais en face de chez monsieur Vincent. » Elle a étendu la photo. « Voici ta mère. » La dernière photo que j'ai prise d'elle. Une semaine avant que ça arrive. Marcus l'a pris. Sur la photo, Anna se tenait à côté d'un treillis de bougainvilliers, les cheveux attachés. Souriant joyeusement. « Tu as gardé cette photo toutes ces années ? Il fut un temps où j'avais envie de tout déchirer. De peur des ennuis. Mais je n'ai pas pu me résoudre. Elle était si gentille. Elle me souhaitait bonne nuit tous les soirs. Elle appelait son fils, petit Marcus. Marcus se figea. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » Petit Marcus. C'était son surnom. Elle te le murmurait tous les soirs en te portant à l'intérieur. Je m'en souviens très bien. Marcus serrait fermement la photo, sa gorge se serrant. Merci. Merci beaucoup. Sur le chemin du retour, c'est Hélène qui était au volant. Tu penses encore à lui ? Demanda-t-elle. Vincent ? Hélène hocha la tête. Marcus regarda par la fenêtre. Plus grand-chose. Maintenant, je le plains plus que je ne suis en colère. Il n'avait pas le droit d'ôter la vie. Mais maintenant, il n'a plus rien. Et plus personne ne le croit. Je pense que c'est une punition plus lourde que n'importe quelle peine de prison. Hélène lui prit la main en silence. Le lendemain. Marcus a rencontré un avocat du comté de Fairview représentant une association à but non lucratif défendant les victimes de violences domestiques. Nous aimerions collaborer avec la Fondation Anna Oliver sur un nouveau programme pour les enfants abandonnés, a déclaré l'avocate Rachel Benson. Seriez-vous prêt à en être le visage ? Que devrais-je faire ? Partagez votre histoire. Affirmez votre vrai nom. Votre véritable identité. Marcus hocha la tête. Je ne veux plus me cacher derrière un faux nom de famille. Je suis Marcus Oliver, fils d'Anna Oliver. Et je n'en ai pas honte. À la prison du comté, Vincent Sullivan était assis seul dans le parloir. La porte s'ouvrit. Clara entra. Vincent sourit. « Que faites-vous ici ? » Te regarder dans les yeux. Une dernière fois. Vincent haussa les épaules. « Tu ne regrettes rien ? » demanda Clara. « Je regrette de ne pas avoir tout nettoyé plus tôt. » Ricana Vincent. « Si ce n'était pas pour ce garçon qui creusait le puits. » C'est ton fils. Non. C'est une ombre que j'ai créée pour réparer une erreur. Clara se leva. Et il est la lumière. Alors que tu n'es que l'ombre. Quelques mois plus tard, Marcus se tenait sur une petite place à Boston, participant à une campagne appelée Préserver la voix, restaurer l'identité. Derrière lui se trouvait une bannière remplie de centaines de visages de femmes disparues. Il tenait le micro. Je m'appelle Marcus Oliver. On me considérait autrefois comme un enfant délirant. Un garçon fou, une histoire qu'il valait mieux oublier. Mais je suis la preuve vivante que la vérité finit toujours par refaire surface, même enfouie profondément sous terre. Une petite fille d'une dizaine d'années se tenait à côté de sa mère et s'avançait lentement vers moi. « Monsieur Marcus, dit-elle timidement, c'est vous qui avez retrouvé votre mère ?
Je m'agenouillai à côté d'elle. Oui, ma mère était autrefois au fond d'un puits profond, lui dis-je doucement. Mais maintenant, elle est là, dis-je en posant une main sur mon cœur. Et là-bas aussi, dans un monde où personne ne se détourne. La petite fille sourit. Ma maman me manque aussi. Où est ta maman, demandai-je. Je ne sais pas, répondit-elle. Mais maintenant je crois que je vais la retrouver. Après l'incident, j'ai reçu des centaines de lettres. L'une d'elles provenait d'un homme nommé Dominique Nolan, de Richmond. Elle disait. Vous ne me connaissez pas, mais je vous ai vu à la télévision. J'ai caché le fait que ma mère avait été battue à mort par son mari. J'avais peur. Mais maintenant, j'ai appelé la police. Merci d'avoir fait preuve de courage pour nous tous. J'ai plié la lettre, les yeux embués de larmes. Hélène, debout derrière moi, m'a serré doucement dans ses bras et m'a murmuré. Tu es quelqu'un de très important, Marcus. Non, ai-je répondu en souriant doucement. Je ne suis qu'une enfant abandonnée. Mais je n'ai jamais renoncé à la vérité. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir accepter l'offre? Demanda Hélène en me montrant à nouveau la lettre. Elle portait le logo d'une chaîne de télévision nationale. Ils veulent faire un documentaire sur toute l'histoire. Ils vont tout raconter. Il vous suffit de raconter les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je suis resté silencieux, faisant lentement tournoyer ma tasse de thé. J'ai peur de me souvenir de choses que je préférerais oublier. Mais tu as dit un jour qu'il ne fallait pas enterrer la vérité. J'ai souri. Et maintenant, je vais la révéler au grand jour. Hélène m'a souri en retour. Au moins, ce film n'aura pas besoin de scénario. Ta vie l'a déjà écrit. 2 mois plus tard. L'équipe de production arrivait à Silverwood. La réalisatrice était une femme d'âge moyen nommée Patricia. Connue pour sa touche artistique et ses documentaires primés sur les victimes de violences conjugales. Je ne veux pas édulcorer cette histoire, m'a-t-elle confié lors de notre première rencontre. Je veux que le public comprenne à quel point le silence peut tuer. Et comment le courage peut sauver des vies, ajoutai-je. Patricia acquiesça. Pour la scène d'ouverture. Je veux filmer juste là. Le puits. Le terrain qui appartenait autrefois à Vincent avait depuis été cédé à la ville. À l'endroit même où le puits avait été comblé, un petit jardin prenait forme. Chrysanthèmes blancs et bougainvilliers fleurissaient, les fleurs préférées d'Anna. Un monument commémoratif en granit gris se dressait au centre, gravé des mots suivants. Anna Oliver. 1974-2004. Une mère qui n'a jamais abandonné son enfant. Je me tenais devant la pierre, en silence. L'équipe de tournage, dont Béatrice, l'ingénieur du son, restait respectueusement immobile. Le micro ne captait que le vent, les oiseaux et ma voix lorsque je parlais enfin. Je t'ai trouvé, maman. Hélène serra doucement ma main par derrière. Et je vivrai la vie que tu n'as jamais eu l'occasion de vivre, dis-je doucement en me penchant pour déposer un bouquet de chrysanthèmes blancs au pied du mémorial. Un après-midi. Alors que le soleil baissait doucement sur la ville, Clara arriva au jardin. Elle portait une robe marron unie et portait un panier de graines. Hélène a dit que je pouvais planter quelque chose ici, dit-elle. J'acquiesçai. Que veux-tu planter? Des chrysanthèmes violets, répondit-elle, la couleur du pardon. J'ai regardé le sol et hoché la tête. Je t'ai déjà pardonné, ai-je murmuré. Mais je ne me suis pas pardonné à moi-même. Alors, commencez par semer les graines, dit-elle. La mère et le fils s'agenouillaient côte à côte, retournant la terre et laissant tomber des graines dans le sol comme des larmes silencieuses tombant dans le passé. Quelques jours plus tard. J'ai reçu une lettre de prison. Elle venait de Vincent Sullivan. Le papier était jauni, l'écriture était irrégulière et froide. Je ne regrette rien. Parce que je n'aurais jamais cru que tu aurais dû exister. Mais si tu choisis de pardonner, je n'ai pas le droit de refuser. Tu as gagné. Tu es son fils. Et elle aussi. Hélène termina sa lecture et fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je n'ai pas hésité. J'ai déchiré la lettre en deux et je l'ai jetée dans la cheminée. Je n'ai pas besoin d'excuses pour passer à autre chose. J'ai juste besoin de ne pas regarder en arrière. La première du documentaire Sous le puits. L'histoire d'Anna et Marcus. Le concert a eu lieu à Boston. Le théâtre était bondé.
Les gens se tenaient le long des murs. Patricia est montée sur scène la première. Ce film est sans acteur. Sans effets spéciaux. Une seule personne, autrefois un enfant réduit au silence par des vérités que personne ne voulait croire et qui parle désormais au nom de chacun d'entre nous. Je suis monté sur scène. Le projecteur réchauffait mon visage. Des centaines d'yeux se tournaient vers moi, dans l'attente. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, commençai-je. Elle appartient à tous ceux qui ont été réduits au silence. À tous ceux qu'on a traités de fous pour s'être souvenus, pour avoir aimé quelqu'un dont le nom était interdit. J'ai regardé la foule. Beaucoup pleuraient. Si l'un d'entre vous porte en lui des souvenirs étouffés, sachez ceci, ces souvenirs ne vous affaiblissent pas. Ils vous rendent réels. Et la vérité finira toujours par s'éclairer. Les applaudissements ont fusé comme le tonnerre. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel. Il disait: Je suis Sylvia Allen, directrice du Centre national pour la justice et la réconciliation. Nous vous décernons ce titre porteur de vérité pour votre contribution, non seulement à votre cas personnel, mais aussi pour avoir aidé des centaines d'autres victimes à s'exprimer. Nous souhaitons intégrer votre histoire au programme d'éducation civique des lycées. Hélène se tourna vers moi. Les yeux écarquillés. Ça ne ressemble pas à un miracle? Non, répondis-je doucement. Ce n'est pas un miracle. C'est ce qui aurait dû arriver depuis longtemps. Si ceux qui ont choisi le silence n'avaient pas été là. 1 an plus tard, le jardin commémoratif Anna Oliver devint un lieu de passage régulier pour les sorties scolaires. Des lycéens de tous l'État y venaient pour s'instruire. Un enseignant guida un groupe jusqu'à la pierre de granit, en pointant du doigt la gravure. Cette histoire est vraie. Et cet homme là-bas était autrefois l'enfant qui a osé creuser le puits, non pas pour trouver un cadavre, mais pour découvrir la vérité. Je me tenais à proximité, écoutant tranquillement. Un étudiant s'avança. « Monsieur, l'avez-vous déjà regretté ?»« Regretté quoi ?» demandai-je doucement. « Déterrer le passé. As-tu déjà pensé qu'il aurait peut-être été préférable de ne pas le savoir ?» Je me suis agenouillé pour le regarder dans les yeux. « Comment t'appelles-tu ?»« Daniel. »« Eh bien, Daniel. Si demain quelqu'un te disait que tu n'as ni mère, ni père, ni personne qui t'aime, le croirais-tu ?» Daniel secoua la tête. « Exactement. Parce que tu sais que tu mérites la vérité. Et même si ta mère n'était plus là, elle mériterait quand même qu'on l'appelle à haute voix. » Cet après-midi-là, Hélène et moi étions assis sur un banc de pierre sous les arbres, regardant les chrysanthèmes blancs se balancer dans la brise. Je me souviens de la première fois où je t'ai entendu dire « Ma mère est sous le puits », murmura Hélène. À l'époque, je n'y croyais pas. Mais ton regard? Je ne pouvais pas me détourner. Merci de ne pas être parti. Savais-tu de quoi ta mère rêvait autrefois? Demanda-t-elle. Non. Je l'ai trouvée dans les dossiers de la maison de retraite. Là où elle travaillait tout en s'occupant de sa mère âgée. Sur sa candidature, elle a écrit: Mon rêve est d'ouvrir un petit café avec des bougainvilliers et un coin lecture pour les enfants défavorisés. Je me suis figé. Mon souffle s'est arrêté. Je pense que nous pouvons y parvenir. Ai-je dit? Hélène sourit. Tu viens de lire dans mes pensées. 2 ans plus tard, au coin d'une rue tranquille près de la gare d'Union Grove. Un panneau en bois flottait sous une treille de bougainvilliers en fleurs. On pouvait y lire: Le café d'Anna. Là où les rêves commencent. À l'intérieur, des enfants étaient assis, lisant des livres et riant librement. Au mur était accrochée une photo d'Anna Oliver. Dessous, on pouvait lire: Personne n'est oublié lorsque son nom est prononcé avec tout son cœur. Je me tenais derrière le comptoir, servant du thé à une dame âgée. Hélène tapait sur son ordinateur portable près de la fenêtre. Maman, murmurai-je intérieurement, j'ai réalisé ton rêve. Plus personne n'est resté sous le puits. Tout le monde est remonté à la surface. À l'extérieur, les pétales de bougainvilliers flottaient comme une étreinte silencieuse et invisible. Cette histoire nous rappelle avec force que la vérité ne peut être enterrée à jamais. Ni par un traumatisme, ni par des mensonges, ni par ceux qui vous ont traité de délirants. Le courage de se souvenir, de se réapproprier, de s'élever apporte toujours la lumière. Même un enfant abandonné peut devenir porteur de vérité.
La guérison la plus profonde commence lorsque nous osons affronter le passé et écrire un nouvel avenir de nos propres mains. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des histoires vraies et inspirantes qui nous rappellent qu'aucune vérité ne reste enfouie à jamais.